Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur nos antennes. Le feuilleton est loin de connaître son aboutissement alors qu'on la croyait unie et prête à cheminer ensemble. L'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, une frange se désolidarise. Ce groupe rejette catégoriquement l'accord de la SENCO et réitère son soutien au Premier ministre Sami Badibanga comme chef des files. Invité du journal, Chris Mukendi, il est secrétaire national chargé de la mobilisation au sein du courant des démocrates rénovateurs, parti de Jean-Lucien Boussa. Bonsoir, monsieur Chris Mukendi. Bonsoir, madame. Merci d'être venu. Je vous rejoins tout à l'heure pour commenter l'actualité. Je vous en prie. Direction, mesdames, messieurs, primature. Initialement prévue pour ce jeudi, le Premier ministre Sami Badibanga décale son voyage d'une journée. Le chef du gouvernement va dans une tournée de travail dans le Kasaï, le Grand Kasaï. Les raisons de ce report sont multiples. Certaines sources évoquent des raisons logistiques. D'autres rapportent par contre des tirs entendus ce jeudi au rond-point Chimbombi dans le quartier Kamaï, à environ 2 km du centre-ville de Kanonga. Dans son agenda, le Premier ministre prévoit rencontrer sur place les 3 gouverneurs de l'espace Kasaï. Et pendant qu'on la croyait à nouveau unie et prête à cheminer ensemble avec les autres aux travaux de la SENCO, eh bien non, le camp Badibanga appartenant à l'opposition signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine rejette en bloc l'accord du 31 décembre dernier. Il réitère son soutien à son chef de file, le Premier ministre. Les membres du gouvernement fidèles à Sami Badibanga l'ont déclaré, c'était à l'issue d'une rencontre avec le chef de l'exécutif national. Suivons ce reportage de Rachel Kichita et Doudou Kassouba. Contrairement à la démarche initiée par quelques membres du gouvernement qui ont officiellement signé leur retour du côté du centre interdiocésain, ces autres membres du gouvernement sont venus réitérer leur soutien à celui qu'ils considèrent comme leur seul chef de file, le Premier ministre Sami Badibanga. Une manière pour ces groupes de signataires de l'accord du 18 octobre de dire à nouveau leur rejet de tout ce qui s'est fait au centre interdiocésain. Pour ces délégués de l'Union africaine, tout avait déjà été fait, plus rien ne compte. Vous allez constater que peut-être ceux qui sont allés à la SENCO, membres du gouvernement, ne sont pas avec nous. Ils seront contactés et consultés par le Premier ministre lui-même pour leur dire que tout celui qui est à la SENCO, sa signature n'engage que sa structure et n'engage que lui-même. Ça ne nous engage pas. L'opposition issue du dialogue de la Cité de l'Union africaine est constituée des chefs de partis, une vingtaine de partis politiques. Nous avons plus de 120 députés à l'Assemblée nationale. Après Lumumba, il n'y a que le gouvernement Sami Badibanga qui a été investi presque à 99,9% à l'Assemblée nationale. Et nous demandons à la SENCO, qui propose même des postes ministériels, même comment on appelle les profils du Premier ministre, que c'est quelque chose de virtuel. Parce que nous sommes tombés dans le mot que les gens ne voulaient pas entendre hier, le glissement. Et aujourd'hui, nous sommes en plein pied dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et que tout celui qui rêve de devenir Premier ministre, devenir ministre ou PDG, dépendra de la volonté discrétionnaire du président de la République, qui est Joseph Kabila. Entre-temps, tout semble revenir à l'ordre au sein de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre dernier. Les délégués membres de cette plateforme se sont réconciliés mercredi grâce aux bons offices des évêques de l'Église catholique Amendi Moani, Tapilou Tounou et Doudou Kassouba. Tout d'abord, leur retour au centre interdiocésain. Eux, ce sont les vice-premiers ministres José Makila et les ministres d'État Azarias Rouberois et Jean-Lucien Boussa, ces membres du gouvernement Badibanga qui rejetaient les résolutions de l'accord de la Saint-Sylvestre hier, ont fini par rejoindre les autres délégués chez les prêtres pour la suite des travaux. On n'a pas de commentaires à faire. Nous allons participer aux travaux jusqu'à la fin. Les retours de ces 3 membres du gouvernement aux assises, il ne faut pas le cacher, fait des émus dans les rangs des autres délégués, même au sein de la facilitation. Donc la grande nouvelle aujourd'hui, c'est que l'opposition signataire de l'accord de l'Union africaine est maintenant unie
Retour aux assises donc pour ces autres signataires de l'accord du Kanchachi. Quoi de plus normal donc qu'ils se rangent derrière Vital Kamerhe, le chef de groupe. Donc la composante a refait son unité, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de signataires, nos signataires et nos amis ont dit que d'ici demain après-demain ils vont signer l'accord. Nous avons désigné aussi José Makila comme porte-parole adjoint, voilà. Alors, Monsieur Chris Mukendi, vous êtes secrétaire national chargé de la mobilisation au sein du courant des démocrates rénovateurs. On a vu tantôt le président de votre parti cher, Monsieur Jean-Lucien Boussaki, également ministre du Plan et vice-ministre du Plan. Alors, qu'est-ce qui justifie, vous, votre retour au sein de l'accord de la SENCO? Alors qu'on a vu aussi dès le début l'agitation de M. Jean-Lucien Boussa au début s'accrocher à ne pas vouloir lâcher les gâteaux, visiblement. Qu'est-ce qui justifie votre retour auprès des prêtres, vous? Merci madame. Je crois qu'ici, nous parlons de la République. Nous ne parlons pas des hommes, nous ne parlons pas d'un secteur de la vie nationale, nous parlons de la République démocratique du Congo. Et ce qui justifie aujourd'hui le retour, je dis le retour comme s'ils avaient suspendu définitivement, pas du tout. Il est vrai que le CDR, avec son président qui est le ministre d'État en charge du plan, n'avait pas signé l'accord du 31 décembre pour des raisons que nous avons mis à la place publique. Mais nous ne sommes pas restés figés sur notre position parce que, après avoir rencontré les prêtres, nous avons eu à faire des propositions par rapport à notre manière de voir les choses au niveau de ces dialogues. Donc, il était tout à fait normal qu'à un certain moment, que nous puissions nous rendre à cette table de négociation pour voir quelles étaient les implications ou les propositions que nous avons eu à faire au niveau de la SENCO, à quel niveau de leur exécution elle s'est trouvée. Donc, c'était tout à fait normal à un certain moment, puisque le CDR ou le groupe dont question des ministres n'avait pas bouclé la porte définitivement, il n'avait pas fermé la porte aux négociations. Donc, il est tout à fait normal à un certain moment de retourner pour voir comment avancer et faire progresser les choses. Faut-il, pour régler les questions des communautés congolaises, faut-il seulement être membre du gouvernement? Non, je crois que la question, ce n'est pas être membre du gouvernement. Nous avons eu à participer au dialogue de l'Union africaine. Nous n'étions pas membres du gouvernement. Donc, aujourd'hui, si nous partons pour discuter du Congo, ce n'est pas parce que nous cherchons à préserver un quelconque poste ministériel. Notre passion pour le Congo est au-dessus d'un poste ministériel. Ici, l'intérêt, c'est le Congo. On a eu à reprocher à l'accord du 31 décembre le manque des chronogrammes. Vous vous rappelez que l'accord du 31 décembre a été signé sans pour autant intégrer dans cet accord un chronogramme. Raison pour laquelle nous n'avions pas signé cet accord. Nous avons dit que l'accord de l'Union africaine était de loin meilleur à cet accord parce que celui-là avait le mérite d'indiquer des dates par rapport aux opérations que la CENI devrait mener et par rapport aux opérations électorales. C'est à cela que nous avions dit que l'accord du 31 décembre résolvait beaucoup plus les problèmes des individus que les problèmes de la nation. Donc vous voulez dire que cette signature est protocolaire de l'accord de la SENCO pour vous, les CDR? Non mais madame, je suis en train de réfléchir, je me dis, quand vous avez un enfant à l'école, on ne vous appelle pas pour aller signer le bulletin avant la fin de la période. Vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, il y a encore des négociations qui se poursuivent. Ça veut tout simplement dire qu'on nous demandait d'apposer notre signature sur un document qui était inachevé. Aujourd'hui, les discussions se poursuivent. Le mérite encore qu'a l'accord de l'Union africaine, c'est que les gens ont signé l'accord quand toutes les étapes étaient finies. Après le 18 octobre, les portes de la cité de l'Union africaine étaient fermées. Mais après avoir signé l'accord du 31 décembre, un mois après, vous vous rendez bien compte que les négociations se poursuivent. Et la mise en place du comité de suivi, ça ne vous dit rien? Non, mais c'est une étape de l'accord.
C'est une étape de l'accord. Déjà, la mise en place du comité de suivi était déjà voulue dans l'accord précédent, qui avait voulu assez qu'il y ait un comité de suivi. Mais le problème n'est pas celui-là. Le problème, est-ce que nous avons résolu la crise qui a occasionné les dialogues? C'est ça la vraie question. Nous sommes allés au dialogue pour résoudre quel problème? Nous sommes allés au dialogue pour résoudre la crise électorale qui a été... à la suite de nos amis qui ont dirigé les pays, qui n'ont pas organisé les élections, les gens sont morts les 19, le 20 septembre pour les scrutins présidentiels. Les gens ne sont pas morts pour que le CDR puisse avoir un poste ministériel ou pour que l'UDPS puisse avoir la primature. Les gens sont morts pour réclamer les élections. Donc pour nous aujourd'hui, cette question jusque-là demeure encore un mystère. On nous dit que les élections vont avoir lieu avant les 19, avant le 31 décembre. Mais il n'y a pas de chronogramme jusque-là. C'est ce qui a justifié le fait qu'on n'avait pas signé cet accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne signe pas le bulletin d'un élève qui n'a pas encore fini la période. C'est à la fin de la période, quand tous les points sont réunis, que le parent se présente à l'école pour signer les bulletins de leurs enfants. Donc, nous avons jugé responsable de ne pas poser notre signature sur un document qui nous semblait encore jusque-là inachevé. D'accord. Alors, vous avez suivi la réaction d'une clique des politiques ou des membres du gouvernement tout à l'heure auprès du Premier ministre pour revendiquer ce que vous avez suivi. Comment appréciez-vous justement cette agitation des politiques visiblement qui ont peur que lors du prochain gouvernement qui sera mis en place, qu'ils ne se retrouvent pas? Non, mais je pense qu'ils manifestent tout simplement leur solidarité à l'accord de l'Union africaine, mais aussi leur loyauté à l'endroit du Premier ministre. Mais vous savez que nous, l'opposition qui avait signé l'accord de l'Union africaine, mais qui avait refusé en ce moment-là de signer l'accord du 31 décembre, nous avons fait des propositions que nous avons déposées à la Senco. Nous avons dit dans ces propositions que notre volonté, notre souhait était de maintenir l'actuel Premier ministre en place. Nous l'avons dit, parce que l'accord pour nous commençait déjà à courir. Le poste de Premier ministre n'est pas vacant. C'est un poste qui est revenu à l'opposition politique depuis l'accord du 18 octobre. Donc, c'était notre proposition, qui est peut-être pas acceptée par les autres, question pour laquelle nous sommes encore revenus à la table pour négocier avec les amis. D'accord, nous allons revenir à vous incessamment. Les femmes du rassemblement de l'opposition donnent de la voix. Les leaders féminins dénoncent la non-représentativité de la femme aux négociations du centre interdiocésain. Elles plaident pour le respect du quota de 30% accordé à la gente féminine. Elles étaient à la Senco où elles ont exprimé leur mécontentement. C'est un reportage signé Félix Ilunga. C'est une plutôt réflexion de Félix Ilunga et nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Puisqu'on parle de la représentativité de la femme, au fond, est-ce un problème du pouvoir qui nomme ou des composantes qui proposent les listes? La question vaut en tout cas son pesant d'or quand on constate le peu d'espace et d'attention accordée à la femme. Le sujet a inspiré la rédaction de Numérica Télévision. C'est une réflexion de Amendi Mouani. Au Congo démocratique, depuis l'époque du Zaïre, des femmes qui se sont distinguées ont toujours su s'effrayer leur chemin. Certaines même ont vu leur nom marqué à jamais l'histoire. C'est avant même que les grands débats sur le genre ne s'invitent dans la société RD congolaise. Des femmes commissaires de zone, gouverneurs, commissaires du peuple, ministres, on en a vu qui n'ont pas attendu d'être placés sur des listes pour occuper des postes et assumer des responsabilités qui vont avec. Mais qu'à cela ne tienne, tout bouge, tout change. La présence, si pas la participation de la femme à tous les niveaux dans la vie active aujourd'hui devient mieux qu'une simple recommandation. La représentation de la femme dans les institutions politiques surtout devient une exigence réelle. Cela est même marqué dans la Constitution. Toutes les nominations doivent être faites en veillant à la juste représentativité. Juste représentativité. Heureusement qu'en termes de pourcentage, il faut croire qu'un consensus a été trouvé autour des 30%. 30%
quota de la femme donc, qui pourtant semble difficile à réaliser jusque-là. Pour l'illustrer, pas besoin d'aller loin. Gouvernement Sami Badibanga. Sur 67 membres, moins de 10 femmes. À peine en étant aux 10%. Alors question, à qui la faute? Tentative de réponse sans trop hésiter aux composantes qui n'intègrent pas les candidatures des femmes qu'on retrouve pourtant pas peu, un peu partout. Faudra-t-il alors faire de la présence de femmes sur les listes non pas une chose à encourager, mais à imposer? Représentativité oui, mais méritocratie surtout. Les temps devront nous en dire un peu plus. Si au centre interdiocésain, l'heure est à l'unité de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, à la dynamique de l'opposition, la plateforme plutôt du rassemblement, plus rien ne semble marcher. La crise s'enlise, les membres de ce regroupement politique sont loin de se mettre d'accord et prendre une place autour d'une même table. À ce stade, deux camps ont fini par se créer. Alors, que se passe-t-il vraiment à la dynamique? Retour sur les avis des uns et des autres dans ce commentaire de Amen Dimouani. Au sein de la dynamique des membres, des visages pas du tout inconnus de la scène politique. Au départ, il s'est agi pour ces groupes de se ranger derrière une cause et pourquoi pas un homme, d'où le choix d'Etienne Tshisekedi et l'adhésion à la grosse plateforme dénommée Rassemblement. Là, c'est Gilbert Kyakwama Kyakiziki qui est choisi pour mener le groupe. Mais seulement voilà, au lieu de se limiter à son mandat initialement prévu pour un mois, les patriarches du groupe, comme on l'appelle là-bas, en a fait un peu plus. Et ça n'a pas plu à tous. L'honorable Kyakwama devait passer le bâton à quelqu'un d'autre parce qu'il a fait plus de 2 mois, donc 2 mois et demi. Et l'IDEA était en train d'attendre. L'IDEA, contrairement à ce que d'autres veulent dire, l'IDEA a toujours été avec nous. Et l'honorable Claude Loubaya n'est plus à présenter. Ben seulement voilà, pour les autres membres de la dynamique, il n'en est pas question. Ceux qui ont destitué Gilbert Kyakwama n'en ont pas le droit, encore moins la légitimité. Quand vous appelez les gens et des groupes d'individus, vous allez se rencontrer dans un coin parce qu'ils sont instigés de l'extérieur pour essayer de faire un coup. Est-ce que vous appelez ça la dynamique? Au sein du groupe, ce qui est vrai, c'est qu'il faudra désormais distinguer deux tendances apparemment rangées non pas autour d'un leader à soutenir, mais plutôt de deux. Les personnes comme Ingele Olengankoy, le président Kyakwama et Matungulu, ils sont un peu plus indépendants vis-à-vis de Moïse. Et ça ne plaît pas aux autres acteurs politiques. Pas du tout vrai, déclare Martin Mukonkole. Il est membre de l'autre aile de la dynamique. Il l'a dit lors de son passage au journal de Numérica Télévision. Alors Martin Mukonkole, disons les choses clairement. Il se dessine de tendances au sein de la dynamique de l'opposition. Madame, je crois qu'il est tout à fait clair aujourd'hui que je vous confirme qu'au sein de la dynamique, il n'y a pas de tendance. Je regrette que des personnes qui n'ont pas mandat et qui ne peuvent pas parler au nom de la dynamique arrivent à prendre ce privilège de raconter des choses pour lesquelles elles n'ont pas ni la maîtrise ni la précision des choses. Loin de se concerter pour un compromis, tout porte à croire que la guéguerre au sein de la dynamique se poursuit tout bonnement. Le coordonnateur chargé de suivi de la jeunesse de la majorité présidentielle a conféré aujourd'hui avec les jeunes gens de la commune de Bumbu. Adam Chaloué a échangé ou a sensibilisé ces jeunes sur les questions politiques de l'heure. C'est un reportage signé Rachel Kichita et Doudou Kassouba. Il avait notre âge, c'est l'intitulé de la campagne de la jeunesse de la majorité présidentielle. 16 ans, jour pour jour, depuis que Joseph Kabila a pris le commande de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur de chargé du suivi de questions de la jeunesse au secrétariat général de la majorité présidentielle a réuni ce jeudi la jeunesse de Bumbu. Adam Chaloué Moukoutou était accompagné de la vice-ministre du Commerce, Nathalie Mboul. Il a voulu commémorer avec la jeunesse de Bumbu le 21 janvier 2001, date à laquelle le président de la République a prononcé son premier discours alors qu'il n'était âgé que de 29 ans.
Pour lui, ce discours du 26 juillet marque l'engagement pris par le président de la République de s'offrir en sacrifice pour le salut du Congo menacé d'éclatement. Adon Chaloué a demandé aux jeunes de Bumbu de soutenir les actions de Joseph Kabila, autorité morale de la MP. En 16 ans, Joseph Kabila a relevé le défi de l'enracinement de la démocratie, le retour de la RDC dans le concert des nations et l'amélioration du climat des affaires. Voilà pourquoi vous devez le soutenir, a dit Adon Chaloué à la jeunesse venue l'écouter. Le coordonnateur chargé du suivi des questions de la jeunesse au secrétariat technique de la MP a rappelé à la jeunesse leur rôle tout en insistant sur le fait qu'ils doivent être maîtres de leur destin, qu'ils sachent s'approprier tout processus allant dans le sens du relèvement de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, scandale à la Commission électorale nationale indépendante. Les sites d'information 7 sur 7 indiquent que Corneille Nangaa doit s'expliquer sur la gestion des finances de la centrale électorale. Selon les sources de la CENI, M. Nangaa gère dans l'opacité la plus criante. Ces sources indiquent que Corneille Nangaa ne rend compte à personne, alors personne, mais même pas à la plénière. Il contracte des crédits sans les dire à personne. Il ne révèle rien à personne. Il ne dit rien à personne. C'est des sources qui ont requis plutôt l'anonymat qui l'affirme. Nous avons, la rédaction de Numérica, tenté de joindre le service de communication du président de la centrale électorale ou de la CENI, mais nos efforts sont restés jusqu'ici sans succès. Au mouvement des solidarités pour le changement, on a organisé une matinée politique dénommée l'Université du changement du parti, thème retenu alternance et gouvernance, une manifestation tenue à l'intention des membres de ces partis politiques de l'opposition. Hermione Yonvo. Actualité oblige, le président du mouvement social pour le changement a fait la restitution des travaux de discussion directe du centre interdiocésain. Laurent Batumona s'insurge contre l'attitude de la majorité présidentielle qui, selon lui, se livre des manœuvres dilatoires pour retarder l'application de l'accord du 31 décembre 2016. Désormais, il en sera ainsi tous les 6 mois. Nous aurons à échanger après une période de 6 mois pour partager sur les enjeux de notre pays. Cette université de changement s'ouvre à un moment particulier de l'histoire de notre pays, mais également de la nouvelle année. En effet, il est de coutume que tous les mois de janvier de chaque année, il est réservé à la présentation de vœux. 3 temps forts ont ponctué la cérémonie, à savoir la présentation des nouveaux adhérents, la remise des symboles du parti, ainsi que les recommandations aux participants à l'Université du changement. Aussi, notre parti a-t-il choisi ce moment où s'achèvent, j'espère, les travaux sur l'arrangement particulier de l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain de Kinshasa, pour lancer un appel à tous les cadres et responsables de notre parti pour discuter sur les grandes questions de l'heure et établir des projets pour les mois à venir. Le président du Front populaire, membre du Rassemblement de l'opposition, Laurent Batumona, a saisi cette opportunité pour rappeler que 2017 est une année électorale. Le MC n'entend pas baisser le bras. Ses membres doivent briguer différents postes aux conseillers municipaux, aux mairies des villes, en passant par les députations nationales et provinciales. Au ministère de l'Énergie et Ressources hydrauliques, une séance de travail a eu lieu hier. Le ministre Anatole Matussila a échangé avec le représentant de la Banque africaine de développement et autres entreprises spécialisées étrangères. Plusieurs questions ont été également évoquées. Anita Kangoudia. Le projet d'appui à la gouvernance et à l'amélioration du secteur de l'électricité était au centre des échanges entre le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Pierre Anatole Matussila, et le représentant de la Banque africaine de développement en RDC.
Autre audience, le ministre a reçu une délégation de l'entreprise française Vision GPX venue lui présenter une nouvelle technologie qui permettra de produire de l'électricité et de l'eau potable en un coût raisonnable à la hauteur du pouvoir d'achat de toutes couches de la population. Nous sommes venus présenter au ministre une nouvelle technologie qui permettrait d'avoir de l'électricité, de l'eau potable au niveau de la RDC dans différents endroits du monde. L'entretien a été cordial et nous avons prévu de nous revoir pour développer ce que je suis venu vous proposer. Et pour s'assurer de la qualité du travail effectué par Angélique International Limited, entreprise chargée de la construction du barrage de Kakobola, Pierre-Anatole Matousila s'est entretenu avec une délégation de cette entreprise et une équipe du ministère a été dépêchée sur terrain pour l'évaluation des travaux. Bon, on a rencontré son Excellence pour le projet Kakobola. Et on est en train de partir à site Kakobola avec l'équipe GCK qui est représentante du ministère de l'Énergie pour ce projet pour faire l'inspection, de vérifier les travaux où nous sommes maintenant. Bon, l'Angélique International qui a trouvé le contrat de construction de barrage, ce qu'on a déjà terminé. Et maintenant on part là-bas pour vérifier tous les niveaux que notre travail d'Angélique a déjà fait. Lancement ce jeudi à Kinshasa du programme de finalisation et mise en œuvre du système national de surveillance des forêts du Congo démocratique. Ce programme vise la préservation de la gestion des forêts en vue de protéger la biodiversité. Au cours de cet atelier, le gouvernement et ses partenaires ont présenté les différentes étapes des réalisations, le plan de travail ainsi que les résultats attendus. C'était un reportage de Ange Makadi et de Théodore Chitolé. La conservation des ressources forestières en Afrique centrale et en RDC particulièrement rencontre souvent des obstacles. Elle génère même parfois des conflits tribaux. Au cours de cette dernière décennie, les besoins de conserver les forêts du Congo et de gérer son exploitation s'y font de plus en plus ressentir. Raison pour laquelle les ministères de l'Environnement, les FAO ainsi que les autres partenaires conjuguent des efforts pour stopper cette hémorragie et protéger la biodiversité. Les parties prenantes à cet atelier se sont imprégnées du contenu du programme et les plans de travail préliminaires pour l'année 2017. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est de procéder au lancement de ce qu'on appelle le SNSF, le système national de surveillance des forêts. Ça permettra de faire un inventaire forestier national et ce sera la première fois pour la RDC de faire un inventaire relativement représentatif au niveau statistique qui permettra de voir la biodiversité au niveau du bassin Congo, du fleuve Congo. La forêt au Congo, elle est la deuxième plus grande du monde, le massif forestier. Et donc c'est un bien inouï et extrêmement précieux pour les Congolais, pour les familles qui vivent en bordure de la forêt, mais également pour l'ensemble de la terre. La mise en œuvre de ces systèmes de surveillance se fera sur 2 phases dans le cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, Cannes 2017, la République démocratique du Congo va affronter le Ghana en quart de finale. Toutes les affiches des quarts de finale sont connues. Le Congo démocratique qui a fini en tête du groupe C fera face au Ghana. Le quart de finale entre Congolais et Ghanéens aura lieu le 29 janvier à OEM. Après la qualification de son équipe, le capitaine du Ghana, André Ayou, a reconnu que le match contre la République démocratique du Congo sera très difficile. Ce jeudi, les léopards de la RDC ont eu une séance d'entraînement. Florent Ibenge croit dur comme fer à la qualification des fauves congolais en demi-finale. Suivons ce reportage. Bien que l'équipe n'était pas au grand complet lors de la séance d'entraînement après la victoire contre le Togo, Jean-Florent Ibenge reste confiant quant au match prochain contre le Ghana. Vous avez vu que ceux qui ont joué, la majorité ne sont pas là. Aujourd'hui, j'ai donné un jour de repos parce que depuis qu'on a commencé à Mbakomo, on ne s'est pas reposé. Donc c'était l'occasion. Aujourd'hui, c'est un entraînement libre. C'est-à-dire ceux qui ont envie de s'entraîner s'entraînent. C'est un peu à la carte. C'est l'envie d'aller en demi-finale. Il n'y a pas autre chose à avoir dans notre esprit. On ne sait pas quel adversaire on va avoir, qui du Ghana, de l'Égypte ou du Mali. Ça, c'est le sort ou les adversaires qui l'ont décidé dans leur poule. Nous, on prendra celui qui sera deuxième de leur groupe.
Et puis on va jouer avec la ferme intention de nous retrouver en demi-finale. De 3 blessés, 2 se rendent disponibles contre le Ghana. Pas trop de crainte à avoir, avis du médecin soignant. Sur les 3 qui étaient vraiment sous traitement et peut-être 2 qui peuvent rejoindre le groupe pour les quarts de finale. Et les demi-finales, je crois que tout le monde sera récupéré. Pour le joueur, rien à faire. Le moral est au zénith et l'esprit à la victoire. Non, il faudra même mettre plus, je pense, parce que voilà, plus on va vers la fin, plus les matchs sont difficiles. Mais je suis confiant, on a une bonne équipe, on est solide et on saura mettre les ingrédients pour ce quart de finale. Je pense qu'on sait quel est l'objectif et c'est d'aller jusqu'en finale. Mesdames, Messieurs, je vous le disais, invité du journal, Chris Mukendi, le secrétaire national en charge de la mobilisation du courant des démocrates rénovateurs, parti cher à Jean-Lucien Boussa. Alors, Monsieur Chris Mukendi, on a vu une question qui a divisé toutes les personnes qui sont en discussion au centre interdiocésain. C'était aussi au sujet de la désignation du Premier ministre. Alors, la majorité présidentielle sollicitait qu'on lui présente environ 5 ou 3 candidats, tandis que le rassemblement campait sur une personne. Vous appréciez quel camp? Vous êtes au niveau du rassemblement qui voulait présenter un seul candidat ou vous soutenez la majorité présidentielle? Madame, il faut dire que, je disais tout à l'heure que nous qui avions signé l'accord de l'Union africaine, nous avons fait une proposition qu'on a remise entre les mains des évêques. Et dans notre proposition, nous disions que nous avons proposé le maintien du Premier ministre actuel. Donc, ces débats aujourd'hui sur les profils ou les nombres de personnes à présenter au chef de l'État, je pense que c'est un débat qui se passe entre le rassemblement et la majorité présidentielle. Mais quant à nous, nous avions dit clairement notre position. C'est vrai que, je disais tout à l'heure que ce point de vue n'est pas aussi accepté par les autres. Nous continuons à discuter, mais en ce qui nous concerne jusque-là, l'option que nous avions levée, c'est de maintenir l'actuel Premier ministre parce qu'il répond lui aussi au profil. Vous rejoignez alors la clique des personnes qui viennent de soutenir le Premier ministre tout à l'heure, mais en même temps vous êtes au niveau des assises du centre interdiocésain. Vous voulez soutenir en même temps les accords de la SENCO? Non, mais madame, vous savez que les accords, là, ça se passe entre un groupe restreint. Ce n'est pas tout le monde qui assiste, ce n'est pas comme à l'Union africaine où on rassemblait plus de 300 personnes. Mais aussi que ces personnes qui, à un certain moment, n'avaient pas participé, c'est parce qu'ils sont des responsables au niveau de l'État. Ils ont des portefeuilles qu'ils sont en train de gérer. Il ne leur est pas possible de participer aussi à toutes les discussions parce que ils ont des ministères qui sont en train de gérer. Donc, vous qui gérez justement des postes, vous êtes aussi membre de la majorité présidentielle, vous êtes au pouvoir. Madame, cette question, il faut le voir dans son contexte. Vous savez que depuis le 19 décembre 2016, le mandat du chef de l'État, le mandat légitime du chef de l'État était à terme. Donc, nous sommes dans une autre phase. Nous sommes dans une phase qui correspond, je dirais, à ce qu'on a connu à l'époque de 1+4, où on ne savait pas dire qui était de la majorité, qui était de l'opposition. C'était les contextes politiques. Il y avait une crise de légitimité qui a fait en sorte que les acteurs politiques se mettent ensemble pour amener le peuple aux élections. C'est exactement ce qui se passe. Le gouvernement actuel a pour mission de permettre à ce qu'il y ait alternance en 2000. Les amis qui sont au niveau de la SENCO disent que l'alternance, ils la veulent. En 2017, nous avons dit que c'est impossible. Nous avons dit au niveau de l'Union africaine que l'alternance, nous sommes pour l'alternance, mais en 2018, en avril. Donc, c'est dans ces contextes-là que nous sommes en train d'évoluer. Et dire aujourd'hui que ceux-là sont de la majorité, ceux-là sont de l'opposition, en tout cas, c'est sortir du contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. 46 postes ministériels, c'est ce qu'on propose. Ça vous arrange, vous? Et là aussi, nous avons eu des propositions. On a fait des propositions. Au niveau de la SENCO, ils proposent 46. Mais nous avons proposé le maintien du format actuel.
67. Nous sommes un gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce qui vous pousse à dire cela? Vous craignez qu'on vous éjecte? Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, aujourd'hui, que les acteurs politiques qui sont en présence ils n'ont plus à faire leurs épreuves. Hein? Les Congolais connaissent qui est qui dans ces pays par rapport à l'apport qu'ils ont amené sur le plan politique. Donc 67, que tout le monde se retrouve dans ce partage du gâteau. Dans tous les cas, notre démarche, ce n'est pas de faire retrouver tout le monde. Notre démarche, c'est que le Congo puisse gagner. Mais le Congo va gagner avec des ministères qui fonctionnent normalement. On ne va pas avoir un ministre qui concentre tous les pouvoirs en lui seul, le ministre des Finances, le ministre budget, économie. Hein, c'est impossible. Même si au niveau de la représentation, il y a un seul ministre, mais au niveau de son cabinet, nous risquons d'avoir un pléthore. Donc, il est important que chaque ministère puisse jouer le rôle qui lui est reconnu au niveau de la Constitution de la République. C'est justement ça. La question n'est pas d'avoir un gouvernement éléphantesque ou d'avoir un gouvernement qui ressemble à une antilope, pas du tout. Aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est l'efficacité de ces gouvernements à pouvoir répondre aux besoins de la population. Et le peuple, qu'est-ce qu'il demande? Le peuple demande l'alternance, le peuple demande des nouvelles institutions au niveau du pays. Nous allons à présent lire la presse. Les journaux parus ces matins dans la capitale sont une sélection et un commentaire d'Amen Dimouani. Revue de presse. Pendant que les négociations sur le format du futur gouvernement et surtout les modalités du Premier ministre tournent presque en eau de boudin, les confessions religieuses, hormis l'Église catholique, donnent de la voix et s'insurgent contre une décapitation de la direction de la Commission électorale nationale indépendante. Dans une déclaration publiée par Forum des As, parmi d'autres, protestants kimonguistes orthodoxes, armés du salut et la kyrielle des églises des réveils font remarquer que les temps est la denrée la plus précieuse du processus en cours. C'est pourquoi ils ne s'inscrivent pas dans la logique des démarches susceptibles de faire perdre du temps et ralentir les rythmes des opérations préélectorales. En d'autres termes, il n'est pas question de toucher la présidence de la CENI. C'est donc Corneille Nangaa Ourien commente à sa façon la prospérité. En effet, selon les chefs d'église, la mise à l'écart du président de la CENI, issu de la société civile, aurait pour conséquence l'éloignement des dates des scrutins, mais surtout de nuire à l'indépendance de la CENI. La tempête de tropique fait en revanche écho d'une correspondance d'une autre plateforme de la société civile qui presse les présidents de la CENI et deux autres membres de la plénière à jeter l'éponge. Retour aux interminables discussions du centre interdécésain. Selon les phares, l'une des causes du blocage est imputable à la majorité qui exigerait 25 postes sur les 46 prévus au gouvernement. Dans l'entendement de la famille politique du chef de l'État, les rassemblements, le Front pour le respect de la Constitution, l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, ainsi que la société civile doivent se partager les 21 postes restants. Et naturellement, cette exigence n'a pas rencontré l'assentiment des autres parties prenantes à l'arrangement particulier. À lire également dans le magazine La Renaissance un entretien du professeur Auguste Mompouya pour qui la seule base de légitimité reste la Constitution. C'est que l'on a trop tendance à oublier, souvent à dessein. Par ailleurs, l'universitaire congolais juge inacceptable qu'une institution étrangère, en l'occurrence l'Union européenne, méconnaisse ce que décide la Constitution congolaise et donc la Cour constitutionnelle, la seule autorité constitutionnelle d'interprétation de loi. Il estime en même temps que la prétention de l'Union européenne à soumettre à son droit les États non membres est impériale et que c'est le néocolonialisme qui survit grâce à des préjugés racistes. Enfin, pour son premier voyage en province depuis sa nomination, le Premier ministre Sami Badibanga a entrepris ce jeudi un périple dans les Grands Kasaï avec au menu l'insécurité créée par la milice dite de Kamwina Nsapu et bien entendu apporter sa vision pour faire face à la crise économique dans les désormais anciens espaces diamantifères. Il devra également, selon l'avenir, jeter un œil sur les infrastructures routières afin de relier les provinces entre elles et faciliter l'échange d'expériences. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'en ce 21e siècle de produits vivriers,
Perissa Kabinda à Lubao ou à Ngandajika parce que les routes sont impraticables ou tout simplement inexistantes. Merci Amen. Mesdames, Messieurs, n'hésitez pas à suivre à la fin de ce journal l'intégralité de la déclaration des membres du gouvernement fidèles à Sami Badibanga et toujours opposés aux assises du centre interdiocésain. Donc vous allez suivre le ministre Bitakwira tout à l'heure. Nous allons conclure avec M. Chris Mukendi, qui est secrétaire national de la mobilisation du courant des démocrates républicains et du courant des démocrates rénovateurs, parti cher à Jean-Lucien Boussa. En conclusion, pour le courant des démocrates rénovateurs, qu'est-ce que vous pouvez dire aux communautés congolaises qui nous suivent présentement? Non, mais je crois que le souhait de tout le monde, c'est que les Congolais puissent vivre en paix dans leur pays. Et au niveau de ce qui se passe au niveau de la SENCO, je crois, notre démarche est simplement d'améliorer les textes qui est en discussion maintenant. On a dit qu'il y a les élections avant le 31 décembre. Nous voulons qu'on nous donne des précisions, un calendrier, un chronogramme avec des dates précises en ce qui concerne toutes les opérations électorales. Parce que nous avons dit qu'il est impossible. Les autres disent que c'est possible. Alors, qu'on nous montre, c'est pas avec de précision, avec des arguments solides qu'il est possible d'avoir des élections au plus tard le 31 décembre. Nous sommes pour l'amélioration du texte. Je pense que dès que nous aurons rencontré toutes ces choses-là, finalement, on n'aura pas de choix que de signer cet accord. Parce que tout le monde veut l'alternance, nous la souhaitons aussi, et nous voulons que tous les Congolais puissent vivre en paix chez eux, et attendre à ce que les élections que nous attendons tous puissent arriver. Voilà, heureusement que le CDR demande un chronogramme, un calendrier détaillé de toutes les opérations électorales, mais le courant ne demande pas l'éviction ou l'éjection de Corneille Nangaa comme souhaitait une frange de la société civile. C'est avec cette déclaration de M. Chris Mukendi, secrétaire national en charge de la mobilisation du CDR, que nous terminons cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et très bonne suite des programmes sur Numérica Télévision.